Transitions urbaines, c'est notre rubrique mensuelle consacrée aux écosystèmes, à l'attractivité des villes. On se place évidemment dans la perspective des élections municipales des 15 et 22 mars prochains avec Alexandre Hervaux. Salut Alexandre. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. On choisit une ville, une entreprise. La ville, c'est Rennes. Vous nous présentez l'entreprise ? Oui, alors aujourd'hui, on va parler de Agriodor. C'est une entreprise de biotechnologie qui est donc basée à Rennes, on vient de le dire. Elle est spécialisée dans la lutte contre les insectes ravageurs des cultures, avec une ambition très simple, c'est de devenir leader mondial de la technologie des odeurs au service de l'agriculture, un sujet vraiment d'actualité. Et on reçoit aujourd'hui pour en parler Alain Thibault, PDG d'Agriodor. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour, Thomas. Bienvenue. Alors vous allez nous parler un petit peu plus en détail de ces solutions de biocontrôle qui sont basées sur les odeurs naturelles des plantes. Concrètement, comment ces parfums permettent de protéger les cultures ? En fait, c'est extrêmement simple. 70% des insectes dans le monde entier, dans tous les continents, se déplacent à partir des odeurs. Et en fait, ils n'ont pas de nez, les insectes, mais ils ont des récepteurs olfactifs sur leurs antennes. Donc, vous imaginez la taille d'un récepteur olfactif d'une antenne d'un puceron. Donc, c'est des choses microscopiques de ce point de vue-là. Mais ces récepteurs olfactifs sont les éléments physiques au monde les plus sensibles à tout ce qui flotte dans l'air et ils sont capables de repérer à quelques centaines de mètres des arbres, des cultures ou ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer des odeurs. On aime bien dire, on est des parfumeurs des champs. On va fabriquer des odeurs pour manipuler le comportement de l'insecte, ou l'attirer, ou le repousser. Et même, ça va plus loin parce qu'il est tellement sensible. Par exemple, la première solution qu'on a pu faire dans les champs de betteraves, on arrive à le perturber en termes d'alimentation. Et le perturbant en termes d'alimentation, on le perturbe en termes de reproduction. Et un puceron, c'est de la parthénogénèse, ça se reproduit comme des clones naturellement, sans rapport sexuel, et au bout de 8 jours, il fait 4 petits pucerons. Donc c'est un développement extrêmement rapide. Alors on comprend bien la logique, le principe. En quoi vous vous différenciez, vous vous distinguez, vos solutions se différencient des insecticides classiques? Alors déjà, on cherche la même chose, c'est la protection des cultures. Ouais. Alors c'est un gros changement et on est vraiment révolutionnaire de ce point de vue-là, parce que l'insecticide, il tue l'insecte de manière efficace. Il ne tue pas un insecte, il tue les insectes. Dans les champs. Ça nous était bien utile pour passer de 1,5 milliard d'habitants à 7 milliards comme aujourd'hui, pour accroître les capacités. Sauf qu'on s'est rendu compte que les insecticides, si on en met un peu de trop, ça a des conséquences sur la biodiversité, sur les sols, les nappes phréatiques et éventuellement les résidus dans certains aliments. Donc il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour arriver à réduire les insecticides, entre autres le législateur, surtout en Europe, qui s'est mis à interdire, et on entend souvent parler de certaines lois, et à interdire ou réduire. Mais le phénomène le plus grave, et on en parle très peu, ce sont les résistances. Et entre autres, on les voit arriver dans les zones tropicales, entre autres au Brésil. Les molécules sont de moins en moins efficaces parce qu'on a mis tellement de produits que les insectes se sont adaptés. Les insectes sont résistants, comme nous, les antibiotiques, si on prend trop d'antibiotiques résistants, les molécules sont de moins en moins efficaces, et donc les grands farmers là-bas recherchent des nouvelles technologies pour lutter contre les insectes ravageurs, parce qu'ils sont sympathiques, ces insectes, mais ils ravagent vraiment. Oui, mais vous êtes une alternative ou alors vous êtes complémentaire? Alors, quand on a créé la boîte, on voulait être une alternative. On a dit, on va remplacer les insecticides dans les champs. Et on a fait une première solution, et le positionnement marketing que nous avons fait, c'était ça, de ce point de vue-là. Ce qui facilite pas l'adoption, parce que quand vous expliquez que vous luttez efficacement alors que vous ne tuez pas, les gens disent, mais comment ça peut marcher alors qu'ils ne tuent pas? Donc, c'est compliqué à pousser. Ouais. Mais on est arrivé. Et notre vocation, évidemment, c'est de faire du chiffre d'affaires, et on a signé un contrat de distribution avec Syngenta. Donc c'est Syngenta, le leader au monde de l'agrochimie, qui nous commercialise de ce point de vue-là. Ils ont eu l'intelligence de faire des essais. Ils ont fait des essais avec nos produits seuls dans des parcelles. Ils ont fait des essais avec des insecticides seuls, et ils ont fait le mélange des deux. Et tenez-vous bien, on était les premiers surpris, le plus efficace, mais de très 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 loin, c'est le mélange des deux. Et pourquoi? Parce qu'on combine deux moyens d'action. Notre solution, des petits granulés, là j'en ai des petits granulés tout petits, 2 mm de diamètre, avec quelques nanogrammes. Voilà. Ce que ça donne. Allez-y, continuez. Hein. C'est des trucs incroyables. C'est tout petit. Hein. C'est minuscule. Environ un petit granulé par plante de ce point de vue-là. Ces petits granulés
granulés vont évaporer ce parfum pendant 28 jours dans le champ. Ok. Et ça va être efficace pour traiter les pucerons. Donc on va être efficace, mais il y a à peu près 40% des pucerons qui vont quand même venir dans le champ. Parallèlement, l'insecticide, lui, il tue, boum. Quand on le met, il n'y a plus aucun puceron, mais dès le lendemain, le puceron, au bout de 8 jours, il refait 4 pucerons et tout. D'accord. Donc, en fait, on a quelque chose de très brutal et qui tue tout, qui remet tout à zéro. Et nous, qui avons une diffusion efficace. Et donc, le mélange des deux d'actions fonctionne très bien. Je crois que vous n'êtes pas issu du monde agricole vous-même. Qu'est-ce qui vous a finalement convaincu de vous lancer, de rejoindre l'aventure AgriOdor? Ouais, c'est un coup de cœur. Moi, je suis un sérieux entrepreneur. J'avais investi dans plein de boîtes de la tech, du service UE. Et puis, c'est une rencontre, comme souvent, une rencontre avec une chercheuse qui s'appelle Aînée Lepic, estonienne, qui était en France depuis une quinzaine d'années, PhD, elle était à l'INRAE, et elle voulait créer sa boîte. Et on m'a connecté avec elle, et vous imaginez, on m'a dit 70% des insectes, vous pouvez être déplacés, on va remplacer les insectes. Je me suis dit, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Et j'ai investi dans la boîte avec le cœur, parce que j'ai pensé à mes enfants. J'ai une fille qui est oncologue, l'autre qui est dans les ONG, l'autre qui sont dans le digital, et souvent ils me disent, comme cette nouvelle génération, papa, pourquoi tu n'investis pas dans l'environnement, dans la transition? Et je me suis dit, tiens, j'étais persuadé que je ne retrouverais pas mon argent de ce point de vue-là, parce que c'était un truc quand même... quand vous n'êtes pas compétent et spécialiste du domaine et que vous investissez, c'est quand même un petit danger. Ouais. Et puis, on a eu la Baraka, c'est des gens brillants, elle est incroyable, on a su recruter les meilleurs. On est aujourd'hui 42, 6 nationalités, 8 PhD dans la boîte, et on attaque le Brésil maintenant. Ouais, voilà. On va voir quelques chiffres. D'ailleurs, oui, on avait 7 PhD, nous, donc vous êtes passé à 8. Premier laboratoire privé d'écologie chimique en Europe, des 15 000 insectes élevés par semaine, des produits déjà commercialisés, et puis à la fois une levée de fonds en préparation de 15 millions d'euros, et cette acquisition, c'est Aritis. L'an dernier, c'est une entreprise qui est basée à Aix-en-Provence. Ça fait changer la boîte de dimension, en quelque sorte. Oui, ça fait changer la boîte. Alors déjà, c'est une société qui utilisait la même technologie que nous, mais qui attaquait d'autres insectes, qui sont les mouches du fruit. C'est très intéressant, les mouches du fruit, parce que c'est des insectes du bassin méditerranéen qu'on retrouve beaucoup en Espagne, en Italie, évidemment dans le sud de la France, au Maroc et en Tunisie. Donc ça nous permet d'acquérir un laboratoire qui va adresser les insectes du bassin méditerranéen. Et vous savez comme moi que les startups, quand elles sont trop petites, le point qui est clé, c'est la taille critique. Donc plus on est gros, plus on est puissant, plus c'est facile de lever des fonds par rapport à ça, parce que vous allez générer un chiffre d'affaires significatif, quoi. Le salon de l'agriculture approche, là. C'est un enjeu important pour vous? Le salon de l'agriculture, c'est le grand moment. Alors, c'est pour 2 raisons. Au tout début, c'était super, le salon de l'agriculture. On prenait un stand et on faisait les malins sur le stand et défilent tous les politiques. Les politiques adorent le salon de l'agriculture. Donc, et vous êtes jeune start-up, vous êtes photographié avec le ministre, le député, le sénateur et tout. Donc, ça vous fait du brand, de la marque, etc. Maintenant, on a passé un petit peu ce stade. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les politiques et les photos, mais c'est le grand moment où le monde de l'agriculture se retrouve à Paris pendant une semaine et pouvait rencontrer tout le monde. Donc c'est une multitude de rendez-vous avec les gens des filières, avec les concurrents, les confrères, aux gens de show. C'est un grand moment de ce point de vue-là, de rencontres et de meetings. Alors vous êtes, je crois, né à Versailles et vous avez choisi de vous installer à Rennes au sein d'une pépinière d'entreprise spécialisée en biotechnologie. On va commencer à parler de la ville de Rennes. Pourquoi ce transfert? Alors ce transfert, c'est très simple. On s'est créé à Versailles parce que Aîné était à Versailles, à l'INRAE de Versailles. Et très rapidement, quand j'ai investi dans la boîte et que j'ai vu les modes de fonctionnement, c'était compliqué pour Aîné déjà de travailler avec ses anciens collègues. On avait le monde privé et le monde public qui cohabitaient. Ça se passait très bien, ils sont charmants, on travaille beaucoup avec eux, mais c'était pas simple. Il fallait demander l'autorisation d'utiliser les outils. Pour nous, c'était des modes lourds. Vous savez qu'une start-up, c'est très agile, ça change très vite d'avis, ça tâtonne au genre de choses, versus fonction publique. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous travaillez sur l'environnement, de travailler sur Paris, c'est un peu compliqué. Et puis, si vous voulez attirer des jeunes, ce genre de choses, d'être à Versailles, les loyers sont chers, etc. Donc, on s'est dit, faut bouger. J'avais envie d'installer la boîte, non pas à Rennes, mais à Dijon. Je suis bourguignon d'origine. Et il y a un très beau centre de l'INRAE. On a regardé les grands centres de l'INRAE qui faisaient de l'écologie chimique. Et on a retenu Rennes, qui a un très beau centre d'écologie chimique de l'INRAE. On voulait monter des partenariats. En plus, Rennes est une ville très étudiantine, donc il y a beaucoup de belles universités, entre autres l'université de chimie avec lesquelles on collabore, donc c'était un environnement très intéressant, et pourtant je suis pas breton. Voilà.
Ouais, on va parler justement de Rennes un petit peu. Présentation rapide. La métropole, c'est 480 000 habitants. Vous venez de le dire, très estudiantin, il y en a 73 000. La Bretagne, même si vous travaillez sur des cultures d'autres régions, notamment les Hauts-de-France avec la betterave, la Bretagne, ça reste la première région agroalimentaire d'Europe et ça représente 11% du chiffre d'affaires français. C'est aussi un premier producteur sur les productions animales. On pense à des filières porcines notamment bien connues. Et l'endroit où vous êtes, très beau bâtiment, assez moderne, je crois qu'il a été ouvert en 2014, quelque chose comme ça. Ouais. C'est le Biopôle, qui est donc 1400 mètres carrés dédiés aux biotechnologies. Il y a une vingtaine de labos et de bureaux. Et vous m'aviez dit que c'était relativement bien équipé, donc c'est assez standard pour vous. Très bien. Ouais. Et vous avez évoqué des noms de formation. C'est quoi les synergies un peu avec l'écosystème rennais que vous avez pu mettre en place? On a déjà, comme sur toutes les régions de France, la French Tech est très... Et vous savez comme moi que la Bretagne est une région très entrepreneuriale, quoi, très dynamique, PME, TI, pas trop de grands groupes, mais très dynamique. Donc il y a un esprit d'entreprendre fort. Donc on s'est connecté avec la French Tech, le pool qui est là-bas, qui nous ont bien poussé au tout début. Puis ensuite, c'est les collaborations avec les universités qui pouvaient y avoir. On a assez peu travaillé avec l'agriculture locale. Alors on commence puisqu'on travaille sur la pomme de terre, mais la betterave, c'est plutôt les Hauts-de-France, Île-de-France et le Grand Est. Vous êtes en Bretagne, mais vos premiers clients sont pas forcément en Bretagne. Non, exactement. Ouais. Et en fait, il faut se rapprocher quand on fait les produits des farmers locaux et vous faites pas de la betterave sur toute la France, vous faites pas des vergers sur toute la France. Donc il faut installer. Donc les gens qui font les essais vont se mettre dans les régions où on retrouve les cultures. Mais par contre, à Rennes, on va retrouver le laboratoire de la recherche appliquée que l'on peut avoir au niveau des parfums. Alors, il y a quelques semaines, vous aviez annoncé préparer une nouvelle levée de fonds pour lever 15 millions d'euros. Comment ça se présente 2026 ? Écoutez, je pense qu'on devra annoncer dans assez peu de temps des nouvelles sur cette levée de fonds et ça se présente plutôt bien. Dans un environnement, on est hyper fiers et ça consolide le projet, mais si je peux pas vous en dire malheureusement plus aujourd'hui, ça consolide le projet parce que c'est très dur de lever de l'argent en ce moment. Tout l'argent à l'échelle mondiale va sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle et donc l'innovation sur les autres secteurs devient beaucoup plus difficile au niveau des startups. Donc l'argent est frileux en ce moment et si vous y arrivez, c'est certainement que... C'est un très bon signe sur la valeur du projet. Quoi, exactement, c'est ça exactement. C'est un bon test. Mais rendez-vous compte, on a sollicité 130 fonds à l'échelle mondiale, 75% d'internationaux. Donc c'est beaucoup de travail, les équipes sont bien défoncées et je pense qu'on va avoir une issue positive de cette levée. Merci beaucoup Alain Thibault. Bon retour à Rennes. Bon salon international de l'agriculture également avec quelques selfies à prévoir avec les politiques. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci Alexandre. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Blaise Desbordes, le DG de Max Havelaar France.